La neige n'était pas encore tombée, mais elle flottait dans l'air, comme un nom dans une pièce avant qu'il ne soit prononcé. Hartwell sentait la laine mouillée et la fumée de suif, et l'odeur aigre et verte des chevaux restait trop longtemps dans le froid. La cour de l'auberge était pleine d'un bruit qui ne portait pas loin. Il était avalé par le ciel bas qui pesait sur les cheminées. C'était le genre de femme que l'on ne remarquait pas 2 fois dans la cour d'une auberge. Elle n'était pas jolie au point de couper court à une conversation, ni laide au point de susciter la pitié. Elle était simplement discrète, droite, et vêtue d'une robe de laine grise usée au coude. Son nom était Mercy Fenwick. Elle se tenait au guichet des réservations. Sa malle était fermée par la même corde que sa tante avait utilisée pendant 11 ans. Elle comptait les pièces dans sa paume, comme si le fait de compter pouvait en changer le nombre. Cela ne changea pas leur nombre. Elle avait une seule compétence dans le monde, et elle avait bâti toute sa personne autour d'elle. Elle pouvait faire un ourlet si fin que la femme d'un évêque n'y trouverait pas le point. Elle pouvait panser une main coupée, retirer une écharde d'un doigt, calmer une fièvre avec du vinaigre et un linge humide, car sa tante avait tenu une mercerie à Hartwell pendant 30 ans, et n'avait jamais repoussé une femme pauvre qui venait saigner à la porte de derrière. Mercy avait appris à coudre avant d'apprendre à lire, et elle avait appris à aider avant d'apprendre à espérer quoi que ce soit en retour. La boutique avait disparu maintenant. Sa tante était partie aussi, enterrée en octobre dans une terre déjà durcie par le gel, et les dettes avaient pris le reste. Ce qui restait tenait dans une malle et une bourse, et la bourse contenait 4 shillings de moins que le tarif affiché par la compagnie ce matin même. Un tarif augmenté pour les chevaux supplémentaires que la neige exigerait. « Il vous manque 4 shillings, dit le commis. C'était un homme étroit nommé Sedge, qui ne leva pas les yeux de son registre. « Je ne peux pas vous prendre pour 4 shillings de moins, mademoiselle. Ce sont les ordres de la compagnie. J'ai écrit à l'avance, dit Mercy. Je suis engagé à Longstead pour vendredi chez un marchand de lin. Sinon, la place ira à une autre fille. Alors vous feriez mieux de trouver 4 shillings. » Elle ne discuta pas davantage. Elle avait appris que discuter avec un registre, c'était comme discuter avec la météo. Elle s'écarta du guichet. Elle resta un instant près du feu, pas assez près pour se réchauffer, juste assez pour être à l'abri du courant d'air. Et elle ne pleura pas. Elle s'était entraînée il y a longtemps à ne pas pleurer là où ça se voyait, dans les cours, dans les boutiques, dans les pièces où il y avait les yeux des autres. Elle desserra lentement sa main et remit les pièces dans sa bourse une par une, comme si les y remettre doucement pouvait compenser le fait de leur en avoir trop demandé. Dans le coin, près du même feu, était assis un homme que personne n'avait pris la peine de regarder non plus. Ce qui lui convenait. Il était grand, même assis, vêtu simplement, manteau sombre, pas de bague. Un café refroidissait à côté de lui. Son visage n'était pas un beau visage. C'était un visage qui avait été sculpté plutôt que donné, tout en os et en intempéries. Des yeux gris si profonds qu'un étranger aurait pu le croire fatigué plutôt que vigilant. En fait, il était vigilant. Il observait le guichet des réservations depuis près d'1 heure. Non pas que cela l'intéresse, mais il avait appris en 32 ans qu'une diligence par une nuit froide vous en disait plus sur le caractère d'une personne en 10 minutes qu'une salle de bal en 10 ans. Son nom pour ce soir était Adam Cole. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Son nom était Adam. Il avait simplement laissé le reste dans sa propre voiture, à 3 rues de là, avec le cocher, qui savait qu'il ne fallait l'appeler que monsieur dans une cour publique. Il regarda la femme en gris ranger ses pièces sans discuter, sans se plaindre, sans même élever la voix, et quelque chose en lui le nota, de la même manière qu'un homme note la différence entre 2 pièces qui se ressemblent mais sonnent différemment quand on les laisse tomber. Il se leva. Il n'alla pas vers elle. Il se dirigea plutôt vers le guichet des réservations. Il posa 4 shillings et 6 pence sur le comptoir, et il dit, juste assez bas pour que ça ne porte pas, la jeune femme près du feu. Ce qui lui manque, je compléterai la différence. Vous ne direz pas de qui ça vient. Sedge leva les yeux, pesa la pièce, pesa la demande, et trouva les 2 satisfaisants. Comme vous voudrez, monsieur. Je n'aime pas que ce soit annoncé. C'est tout ce que j'ai à dire sur la question. Il retourna dans son coin et but son café froid. Et il ne la regarda plus. Pas directement. De la même manière qu'un homme ne regarde pas directement une bougie qu'il ne veut pas être accusé d'avoir allumée. Elle ne sut pas, quand Sedge la rappela au guichet, quelques minutes plus tard. Il lui dit qu'une place avait finalement été trouvée pour elle, moins chère que prévu,
en raison d'une annulation. Mais aucune annulation n'avait eu lieu. Elle le remercia 2 fois simplement. Elle lui demanda son nom pour pouvoir remercier la compagnie dans une lettre. Il lui dit que la compagnie ne voulait pas de remerciements, ce qui était assez vrai en soi. Elle ne sut pas non plus, en montant dans la diligence 1 heure plus tard, sa malle attachée sur le toit. Le vieux châle de sa mère enroulé 2 fois autour de ses épaules. Quel homme à l'air grave qui prenait le siège en face d'elle, celui qui inclina la tête 1 fois et ne dit rien de plus, était celui qui l'avait mise dans cette diligence. Elle pensa seulement que le monde, pour une fois, avait été bon avec elle par accident. Elle se trompait sur l'accident. Elle se tromperait encore pendant un certain temps. Et la route vers Longstead était assez longue pour que l'erreur ait le temps d'avoir de l'importance. La diligence s'engagea sur une route déjà raidie par le gel. La dernière lumière quitta le ciel comme une bougie pincée entre le pouce et l'index. Et aucun d'eux ne dit un autre mot pendant 11 miles. Les lanternes se balançaient. Les roues trouvaient chaque ornière que le gel avait laissée en saillie sur la route. Et chaque secousse projetait ses passagers d'un demi-pouce en l'air et les faisait retomber durement. Il y avait 4 personnes à l'intérieur de la diligence. Mercy, l'homme à l'air grave qui se faisait appeler Cole, un ecclésiastique âgé qui dormait la bouche ouverte avant la première borne, et une femme corpulente voyageant pour voir sa fille mariée. Elle parla pendant 2 heures, puis, heureusement, s'endormit aussi. Mercy ne dormit pas. Elle regardait les haies noires défiler. Elle pensait à Longstead, à la lettre du marchand de lin pliée dans sa malle, aux mots engagés de sa main, conditionnés par son arrivée avant vendredi. Elle pensait à la boutique de sa tante avec sa cloche au-dessus de la porte. Vendue maintenant à un homme qui vendait des rubans, et qui ne distinguait pas une longueur de dentelle d'une autre. Elle ne pensait pas du tout à l'homme en face d'elle, sauf pour remarquer, comme on remarque le temps qu'il fait, qu'il ne s'agitait pas, qu'il ne faisait pas la conversation pour combler le silence, et qu'il semblait se contenter de laisser les miles passer sans commentaire. C'était reposant, d'une certaine manière. Elle en avait assez des gens qui avaient besoin d'être comblés. Quelque part après minuit, la diligence ralentit pour le carrefour de Ninefields, là où la route postale bifurquait vers Longstead d'un côté et vers la côte de l'autre, et où une auberge basse en pierre appelée le Moineau gardait une lampe allumée toute la nuit, exactement pour ce genre d'arrivée. Le corps du garde sonna, fin et plat dans le froid. La diligence entra dans la cour en cahotant et s'arrêta. C'était censé durer 10 minutes. Un changement de chevaux, une tasse de quelque chose de chaud pour les passagers qui le voulaient. Pas plus. Ça ne dura pas 10 minutes, car il y avait une femme debout dans la cour qui n'aurait pas dû être debout du tout. Elle était jeune, plus jeune que Mercy, enveloppée dans un grand manteau d'homme trop grand pour elle. Elle avait une main pressée à plat dans le creux de son dos, et l'autre appuyée contre le montoir. Son visage à la lueur de la lanterne avait pris la couleur du suif. La femme de l'aubergiste planait près d'elle, inutile d'inquiétude, disant son nom, Hannah. Hannah, assieds-toi maintenant, assieds-toi. Tandis que la jeune fille secouait la tête et disait qu'elle ne pouvait pas s'asseoir, que s'asseoir était pire. Puis elle cessa complètement de parler. Elle respira simplement fort entre ses dents jusqu'à ce que ça passe. Ça fait 3 jours qu'elle essaie de rejoindre ses sœurs, au-delà de Longstead, dit la femme de l'aubergiste. À personne en particulier. À la cour, à l'air froid. Son mari est mort à l'automne. La pauvre, elle travaillait à la mine d'étain. Et elle n'a personne de plus proche que sa sœur. Et maintenant ça. Et il n'y a pas de place dans la diligence. Ni une autre diligence avant 2 jours. Et les routes ferment en plus. Le garde, un homme lourd et patient nommé Otway, secouait déjà la tête avant même qu'on lui demande. Complet, madame. Et les ordres sont les ordres. Je ne peux pas mettre une femme en travail à l'intérieur par une nuit pareille, sans même une place de libre. Et il n'y a pas de place de libre. 4 à l'intérieur, c'est 4 à l'intérieur. Alors elle doit attendre la prochaine diligence, dit la femme corpulente. Pas méchamment, seulement de manière pratique. La praticité de quelqu'un qui a décidé qu'une chose ne la concernait pas. La prochaine diligence est dans 2 jours, dit la femme de l'aubergiste. Et cet enfant n'attendra pas 2 jours pour quoi que ce soit, monsieur. Excusez-moi. J'en ai eu 5 moi-même, et je connais les signes. Mercy était descendue de la diligence pour se dégourdir les jambes dans la cour, son châle bien serré. Elle se tenait maintenant au bord de la lumière de la lanterne. Elle regardait la fille nommée Hannah se préparer à une autre douleur. Silencieuse pendant celle-ci. Seules ses jointures blanchissaient sur le montoir,
et quelque chose en Mercy devint très calme et très clair. De la même manière que l'eau devient calme juste avant de décider de quel côté couler. Elle ne pesa pas longtemps sa décision. En vérité, elle ne la pesa pas du tout. Il y a des décisions qui sont prises avant qu'une personne ne soit consciente de les prendre, et celle-ci en était une. Elle peut avoir ma place, dit Mercy. Otway cligna des yeux en la regardant. Mademoiselle, ma place à l'intérieur. Je suis engagé à Longstead pour vendredi. Mais je préfère arriver en retard que d'avoir ça sur la conscience pour le reste de ma vie. Elle peut avoir ma place. C'est une chose difficile à abandonner, mademoiselle, dit lentement Otway. Il n'y a pas de remboursement pour une place payée. Et la prochaine diligence qui passe par ici est dans 2 jours, comme je lui ai dit. Je le sais, dit Mercy. Je la donne, je ne la prête pas. Hannah, à la fin d'une autre douleur, essaya de refuser, essaya de dire qu'elle ne pouvait pas prendre la place d'une étrangère, qu'elle ne pouvait pas prendre l'argent d'une étrangère. Et Mercy l'aida simplement à se diriger vers la porte de la diligence, et dit de la voix plate et neutre qu'elle utilisait pour les faits plutôt que pour les sentiments, qu'elle l'aurait fait pour n'importe qui, que ce n'était rien de plus que ce que toute personne décente ferait, et qu'Hannah devait garder son souffle pour la route, et ne pas le gaspiller en remerciements. Elle ne savait pas, en disant cela, que la place qu'elle donnait avait déjà été payée 2 fois. Elle ne savait pas que l'homme à l'air grave, maintenant debout dans l'embrasure de la porte du moineau, de nouveau inaperçu, son café de nouveau froid, avait tout regardé sans bouger, sans parler, avec une attention si complète qu'elle aurait pu être prise par quiconque se serait donné la peine de regarder son visage, pour un homme regardant quelque chose qu'il attendait de voir depuis très longtemps. Il ne s'avança pas. Il la regarda seulement aider Hannah à monter dans la diligence. Il la regarda enrouler le châle de sa propre mère, celui reprisé tant de fois que les reprises étaient plus épaisses que la laine en dessous, autour des épaules de la jeune fille, avant que quiconque ne pense à aller chercher une couverture. Il la regarda reculer dans la cour froide, avec rien d'autre sur sa robe que sa simple laine grise. Et il comprit, avec la certitude soudaine et nette d'un homme trouvant la seule ligne vraie dans une colonne de fosse, qu'il avait eu raison de payer son billet, et qu'il n'avait pas encore payé assez. La diligence s'éloigna dans l'obscurité vers Longstead, avec Hannah Reed à son bord, et sans Mercy Fenwick, qui se tenait dans la cour du moineau, sa malle toujours attachée sur le toit de la diligence qui s'éloignait d'elle, et elle ne savait pas alors que l'homme qui la regardait depuis l'embrasure de la porte de l'auberge possédait, parmi beaucoup d'autres choses qu'il n'avait mentionnées à personne ce soir-là, la compagnie même dont elle venait de donner la place. La cour se vida rapidement une fois la diligence partie. Les palefreniers retournèrent à l'écurie. La femme de l'aubergiste retourna à son feu. Le froid tombait plus fort maintenant, qu'il n'y avait plus rien à faire que de le sentir. Mercy resta un instant à regarder la route vide, les 2 ornières se recouvrant déjà de givre. Et c'est seulement alors qu'elle se permit de sentir l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Vendredi viendrait et passerait. Le marchand de lin de Longstead avait dit clairement qu'il y avait d'autres filles qui voulaient la place, et une fille qui n'arrivait pas était une fille qui ne la voulait pas assez à son avis. Quelles que soient ses raisons, elle ne pleura pas. Elle serra fort les lèvres, comme elle le faisait toujours. Elle ramassa le petit paquet qu'elle avait gardé avec elle, plutôt que de l'attacher sur le toit, et se tourna vers l'auberge pour demander s'il y avait un coin de la cuisine où elle pourrait s'asseoir. Jusqu'à ce qu'elle ait décidé ce qu'une femme sans diligence, sans manteau et avec 4 shillings faisait ensuite. L'homme à l'air grave du coin de l'auberge était toujours dans l'embrasure de la porte. Il n'était pas rentré quand les autres étaient rentrés. Il la regardait comme un homme regarde une porte qu'il s'attend à voir s'ouvrir. « Vous avez donné votre place, dit-il, et ce n'était pas une question. »« Oui, dit Mercy. » Elle ne connaissait pas encore son nom, au-delà de ce que le registre de l'auberge lui dirait plus tard. Et elle était trop fatiguée, et avait trop froid, pour s'interroger beaucoup sur l'opinion d'un étranger, sur ce qu'elle avait fait. Elle ne pouvait pas attendre 2 jours, monsieur. Et moi si. La plupart des gens, dit-il, découvrent de très nombreuses raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas, quand le moment vient. Alors la plupart des gens ne se sont pas trouvés là où j'étais, dit Mercy. Et elle passa devant lui pour entrer dans la chaleur. Il ne vit pas l'expression qui traversa son visage avant qu'il ne la maîtrise. Une expression que personne à l'auberge, aucune gouvernante, aucun cousin, aucune fiancée décédée, n'avait suscité en lui depuis près de 2 ans. Il ne le savait pas non plus. Pas entièrement, pas encore. Debout seul dans l'embrasure froide de la porte du moineau,
les dernières lanternes de la diligence s'éteignant sur la route gelée. Il savait seulement qu'il avait l'intention de découvrir tout ce qu'il y avait à savoir sur une femme qui donnait la seule chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de donner, et qui ne demandait rien en retour, et qui n'attendait même pas d'être remerciée pour cela. La femme de l'aubergiste trouva à Mercy un tabouret près du feu de la cuisine, et une tasse de quelque chose de chaud qui était surtout de l'eau et un peu de thé. Et elle ne posa pas trop de questions. Car les femmes d'aubergistes au carrefour apprennent tôt que la route leur apporte assez de chagrin, sans qu'elles aillent en chercher plus. Mercy s'assit, les mains enroulées autour de la tasse. Elle ne pensait pas à Longstead, car penser à Longstead maintenant ne lui ferait aucun bien, et elle avait appris cela aussi. L'inutile économie du chagrin, dépensée pour une chose déjà perdue. Elle pensa plutôt, étrangement, à l'homme à l'air grave dans l'embrasure de la porte, à la certitude plate dans sa voix, quand il avait dit « La plupart des gens découvrent de très nombreuses raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas ». Elle se demanda brièvement, et sans grande curiosité, qu'est-ce qui avait poussé un homme à parler ainsi, comme s'il avait été déçu par exactement ce genre de raison plus d'une fois. Elle ne savait pas qu'à cette heure-là, il se tenait dans la cour de l'auberge, donnant des instructions basses et calmes à son propre cocher. Un homme nommé Ferris, qui le conduisait depuis 11 ans, et qui avait depuis longtemps cessé d'être surpris par quoi que ce soit que son maître fasse dans le noir sur une route froide. Elle ne savait pas que les instructions concernaient une fille nommée Hannah Reed. Maintenant à 3 miles sur la route de Longstead dans une diligence de la compagnie, et une chaumière de veuve qui aurait besoin d'un médecin au matin, et une couturière de Hartwell assise près du feu de la cuisine du moineau, qui ne devait en aucun cas apprendre de qui tout cela venait. Elle ne savait pas que la place qu'elle avait donnée lui avait coûté 2 fois maintenant, une fois en pièces de monnaie, et une fois, bien qu'il ne se le serait pas dit aussi clairement cette nuit-là, en quelque chose de considérablement plus difficile à remplacer. Elle savait seulement que le feu était chaud, et que ses pieds étaient froids, et que vendredi, et le marchand de lin, et la vie qu'elle s'était prévue à Longstead, étaient partis sur la route sombre sans elle, voyageant sur la place payée par un étranger, et que même maintenant, elle ne le regrettait pas. Elle s'endormit assise droite près du feu de la cuisine, avant que la femme de l'aubergiste n'ait tout à fait fini de la gronder de ne pas avoir de manteau, et elle ne se réveilla qu'à l'heure grise avant l'aube, quand un arrangement très différent pour son avenir avait déjà été discrètement mis en marche. Par un homme dont elle ne connaissait toujours pas le nom. Le matin vint, gris et dur. Le givre sur les pavés de la cour était assez épais pour craquer sous une botte. Mercy se réveilla raide sur son tabouret, une couverture que quelqu'un avait posée sur elle pendant la nuit. Et pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Seulement que ses pieds étaient froids, que son dos lui faisait mal, et qu'il y avait une odeur de pain frais qui n'appartenait à aucun matin qu'elle s'était prévue. La femme de l'aubergiste, dont Mercy savait maintenant qu'elle s'appelait Madame du Nord, lui apporta du pain et un œuf dur. Elle ne voulut pas entendre parler de paiement. C'est réglé, dit-elle, d'un ton qui n'invitait pas à la discussion. Et n'en dit pas plus, bien que Mercy insista 2 fois. En fait, ce n'était pas réglé par Madame du Nord. Cela avait été réglé la nuit précédente dans la cour, dans le noir, par l'homme à l'air grave se faisant appeler Cole, qui était parti avec son cocher Ferris avant l'aube pour des affaires qu'il n'expliqua à personne au moineau, et qui avait laissé derrière lui 3 instructions exécutées si discrètement que Mercy n'en apprendrait rien avant des semaines. La première était que son petit déjeuner et tout logement dont elle aurait besoin jusqu'à ce qu'elle ait réglé ses affaires devait être facturé à un compte que l'auberge tenait depuis longtemps pour le domaine de Merrow, à 4 miles de là, et jamais à Mademoiselle Fenwick elle-même. La deuxième était que la nouvelle devait parvenir à Merrow Hall avant midi, que la gouvernante là-bas, une Madame Preek, qui essayait sans succès depuis 1 mois de trouver une femme assez stable pour raccommoder le linge du domaine et assez patiente pour apprendre leurs lettres à 2 des enfants des locataires le soir, pourrait faire pire que d'envoyer quelqu'un au moineau. Et de demander après une Mademoiselle Fenwick, récemment de Hartwell, réputée avoir une main fine avec une aiguille, et sans situation pour le moment. La troisième instruction, donnée en dernier et le plus discrètement, concernait une chaumière sur la route de Longstead, où une jeune veuve nommée Hannah Reed avait quelques heures avant l'aube accouché d'une fille, avec l'aide d'un médecin arrivé, sans qu'on le demande avant que l'enfant n'ait 1 heure, et qui ne voulut pas, quand Hannah lui demanda clairement qui l'avait envoyé, lui donner un autre nom que de dire que ses honoraires avaient déjà été réglés.
et qu'elle ne devait se soucier de rien d'autre que de l'enfant. Mercy ne savait rien de tout cela en mangeant son œuf dur. Elle savait seulement qu'elle n'avait pas de poste, 4 shillings et une malle qui était partie à Longstead sans elle, et qu'elle devait décider avant que la journée ne soit bien avancée. Ce qu'une femme pauvre avec une main fine et sans situation faisait ensuite. Elle y réfléchissait encore, sans pleurer, seulement en y réfléchissant. Quand une fille de la cuisine vint dire que Madame Dunor la voulait, un message était arrivé du manoir. Le message, livré par un palefrenier qui ne s'attarda pas, était simple et direct, et ne révélait rien. Madame Pruy, gouvernante à Merrow Hall, comprenait qu'il y avait une jeune femme au moineau, avec une aiguille habile et sans place, et serait heureuse de la voir cet après-midi, si elle voulait bien monter à pied. Concernant un poste pour raccommoder le linge de maison, et si cela convenait, donner des leçons le soir à 2 des plus jeunes locataires du domaine. Les gages étaient mentionnés. Ils étaient justes. Rien n'était dit sur la façon dont la gouvernante avait entendu parler d'elle. Mercy le lut 2 fois. Jamais de sa vie la chance n'était arrivée sans une raison qu'elle pouvait voir. Et elle se méfiait de cette facilité, comme elle se méfiait de tout ce qui était gratuit. « Savez-vous comment elle a entendu parler de moi ?» demanda-t-elle à Madame Dunor, qui frottait une marmite avec plus d'attention que la marmite ne l'exigeait strictement. « Les nouvelles voyages, dit Madame Dunor. Ce qui était vrai, et ne dit rien à Mercy. Elle n'insista pas davantage, car il y avait peu à gagner à presser une femme qui avait déjà décidé ce qu'elle dirait et ne dirait pas. Et parce qu'un poste avec un salaire juste et un toit n'était pas une chose qu'une femme pauvre refusait par curiosité. Elle se lava le visage, attacha ses cheveux en arrière simplement, mit son seul bon col, et marcha les 4 miles jusqu'à Merrow Hall, son cœur battant plus fort que la distance seule ne l'expliquait. Elle ne savait pas, en remontant la longue allée de gravier entre les ormes nus, que l'étranger à l'air grave du coin du feu du moineau était à cette même heure assis dans son propre bureau, à l'autre bout de cette même maison, passant en revue les comptes du domaine avec une attention qu'il ne leur accordait pas en vérité. Car son esprit revenait sans cesse à une femme en laine grise, tendant son châle à une étrangère dans une cour froide, et disant simplement qu'elle l'aurait fait pour n'importe qui. Madame Pruitt la rencontra à l'entrée des domestiques. C'était une femme large, à la voix sèche, d'environ 50 ans, avec des yeux vifs qui prirent la mesure de Mercy en moins d'1 minute, et semblèrent dans l'ensemble satisfaits de ce qu'ils trouvèrent. « Vous aurez des références, dit Madame Pruitt. Ce n'était pas tout à fait une question. Ma tante a tenu une boutique à Hartwell pendant 30 ans, dit Mercy. Qu'elle est morte maintenant. Je n'ai pas de lettres si c'est ce que vous voulez dire. Seulement mes mains. Madame Pruitt regarda ses mains, rouges aux jointures à cause de la marche dans le froid, et quelque chose dans son visage se détendit. « Les mains feront l'affaire, dit-elle. J'ai eu des lettres de femmes dont les mains ne pouvaient pas enfiler une aiguille en plein jour. Entrez, à l'abri de l'humidité. La maison sentait la cire d'abeille et la fumée de bois, et faiblement la lavande que Madame Pruitt gardait dans chaque armoire à linge. Et Mercy, debout dans le couloir, son ourlet humide fumant doucement près du feu de la cuisine, sentit pour la première fois en 15 jours quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'espoir. Seulement l'absence, brièvement, de l'angoisse. On lui donna une petite chambre au-dessus de la buanderie, simple et propre, et un panier de linge de maison qui aurait pris 1 semaine à la plupart des femmes, et qu'elle résolut en privé de finir en 4 jours, par gratitude. Chez Mercy Fenwick, la gratitude s'exprimait toujours par le travail, plutôt que par les mots. Elle ne rencontra ce premier soir que Madame Pruitt et une soubrette nommée Peg. On lui dit que le maître de maison restait principalement dans son bureau et sur ses terres, et qu'elle ne devait pas s'inquiéter de le rencontrer, car il s'inquiétait de très peu de choses dans le domaine domestique, et laissait toutes ses affaires entièrement au jugement de Madame Pruitt. Elle ne savait pas que le maître de maison l'avait déjà rencontré 2 fois, une fois à un guichet de réservation à Hartwell, et une fois dans une cour froide à Ninefields, et qu'il avait donné à Madame Pruitt son jugement à exercer plusieurs heures avant que Madame Pruitt ne l'ait jamais vu. Elle s'assit ce premier soir près de son propre petit feu, raccommodant une manchette déchirée plus par exercice que par besoin, et pensa, avec la douleur particulière des récemment déçus, au marchand de lin de Longstead, qui aurait maintenant donné sa place à une autre fille, et se dit clairement qu'elle ne regrettait pas la place, quoi qu'il lui en ait coûté. Et trouva, en retournant la pensée, que cela au moins était entièrement vrai,
Les jours à Merrow prirent une forme que Mercy n'avait pas sentie sous ses pieds depuis longtemps. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'ordre. Elle se levait tôt, raccommodait ce que Madame Preet lui présentait, prenait son dîner dans la salle des domestiques, où la conversation portait sur le temps et les salaires, et sur l'humour sec et sans hâte de la gouvernante. Et 2 fois par semaine, elle descendait aux chaumières pour apprendre leurs lettres à 2 enfants de locataires, un garçon nommé Josiah et sa jeune sœur. À la lueur d'une bougie, payait une petite somme supplémentaire pour sa peine qu'elle essaya 2 fois de refuser, et on lui dit les 2 fois de ne pas être stupide. C'est lors d'une de ces soirées, en remontant à travers le bois au crépuscule bleu, qu'elle parla pour la première fois, plus de 10 mots d'affilée au maître de Merrow Hall. Elle ne s'attendait pas du tout à le rencontrer. Elle arriva au tournant du sentier avec son panier de raccommodage, et trouva un homme debout au bord de l'étang gelé du moulin, le col de son grand manteau relevé, regardant la glace comme un autre homme regarderait un feu. Et elle le reconnut immédiatement, bien qu'il lui fallut un instant de plus pour être certaine. C'était l'étranger à l'air grave de l'embrasure de la porte du moineau. « Vous, dit-elle, avant de se raviser. Je me demandais combien de temps cela prendrait, dit-il sans se retourner tout de suite. Avant que vous ne compreniez que Merrow et Ninefields n'étaient pas à 4 miles l'un de l'autre par simple accident de géographie. Vous êtes le maître ici, je le suis. » Il se tourna alors. À la lumière du jour, brièvement, elle le vit clairement pour la première fois. Des os durs, un nez qui avait clairement été cassé une fois et mal remis. Des yeux gris qui ne se détournaient pas d'elle, comme les yeux de la plupart des gentilshommes se détournaient d'une servante surprise en train de le regarder. Adam Colborne. Je ne vous ai pas donné mon nom complet au moineau. J'ai l'habitude de ne pas le donner en entier dans les endroits où le reste ne serait qu'un inconvénient. Il ne lui dit pas ce soir-là qu'il était duc. Il la laissa continuer à croire, comme le silence prudent de Madame Preet avait laissé toute la salle des domestiques le croire, qu'il était simplement Monsieur Colborne, maître d'un domaine confortable mais sans particularité, un propriétaire terrien sans rang particulier. Grave, direct et quelque peu solitaire dans ses habitudes. Ce n'était pas strictement un mensonge. C'était, comme il l'avait dit au registre de Sedge, et continuerait à se le dire pendant quelques mois, seulement la partie de la vérité qu'il avait choisi de dépenser en premier. « Vous ne m'avez pas dit au moineau que vous possédiez aussi la compagnie de diligence, dit Mercy. Elle ne l'avait appris que cette semaine-là, de Peg, qui le tenait d'un palefrenier qui le tenait de nulle part en particulier, de la manière dont les domestiques apprennent tout, finalement. Cela ne semblait pas pertinent pour la conversation. Cela semble pertinent maintenant. J'ai donné une place que je pensais avoir payée moi-même. Vous l'avez payée, dit-il. J'ai seulement payé la partie qui vous manquait. Elle resta très immobile à cela, le panier lourd sur son bras, le froid montant de la glace de l'étang du moulin. Pourquoi? Parce qu'il vous manquait 4 shillings pour un billet, et qu'un commis de la compagnie était prêt à vous laisser geler dans une cour pour ça, dit-il. Cela me semblait une petite chose à corriger. Alors je vous suis redevable, dit-elle à la place. Et je n'aime pas être redevable à un étranger. Vous n'êtes pas redevable, dit-il. Une dette implique une demande de remboursement. Je n'en ai fait aucune et n'ai l'intention d'en faire aucune. C'est une phrase très prudente, Monsieur Colborne. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. Disparut avant d'être vraiment arrivé. Je suis un homme prudent. Ils remontèrent ensemble à travers le bois, sans se toucher, disant peu de choses de plus. Et ce fut le premier échange franc que l'un ou l'autre ait eu avec une autre âme vivante depuis un certain temps, qui ne concernait pas les comptes, le temps ou la gestion des locataires. Et tous deux, sans le dire, trouvèrent qu'ils étaient désolés quand le sentier déboucha sur la cour de l'écurie, et que la conversation devait, selon la coutume ordinaire, se terminer. Elle en apprit plus sur lui, par bribes au cours des semaines qui suivirent. Jamais de lui directement. Toujours de manière détournée. De la manière dont on apprend une forme par son ombre. Madame Preet laissa tomber, en époustant une cheminée qu'elle n'avait pas besoin d'épouster, que le maître avait été fiancé, une fois quelques années auparavant, à une mademoiselle Ray de Bath. Une beauté à tous égards. Qui pleurait de manière charmante à la moindre provocation, et qui avait une fois, Madame Preet l'avait entendu de ses propres oreilles, traiter une femme de chambre de créature stupide et maladroite pour une assiette cassée. Puis avait pleuré joliment à nouveau, quand le maître avait semblé mécontent. Comme si les larmes elles-mêmes étaient un argument.
Les fiançailles avaient pris fin, dit Madame Pruy, quand le maître avait surpris Mademoiselle Ray en train de gifler la même femme de chambre pour un plateau de thé renversé, et n'avait rien dit du tout sur le moment. Il avait seulement mis fin aux fiançailles dans la semaine. Discrètement, sans scandale, sans explication donnée à quiconque demandait. Il n'a jamais une seule fois élevé la voix contre un domestique de cette maison, dit Madame Pruy, en pliant un carré de lin avec plus de force que le lin ne l'exigeait. Pas une seule fois en 11 ans. Ce n'est pas rien, Mademoiselle Fenwick, quoi qu'il soit ou ne soit pas par ailleurs. Mercy classa cette information, comme elle classait la plupart des choses, sans commentaire, et trouva que cela modifiait très légèrement la forme de l'homme, à l'air grave, près de l'étang du moulin dans son esprit. D'un étranger qui lui avait un jour rendu un service inattendu, à quelque chose de plus proche d'une personne. Une personne avec sa propre blessure, soigneusement cachée, de la même manière qu'elle cachait la sienne. Elle apprit aussi au cours de ces semaines les autres bontés. Des petites, sans nom attaché, un loyer discrètement pardonné pour une veuve à 2 fermes de là, la note d'un médecin pour un enfant malade au moulin, payée et jamais mentionnée, des bottes neuves laissées sur le pas d'une chaumière sans mots, pour un garçon qui marchait pieds nus dans le gel. Et personne dans la paroisse ne pouvait dire d'où elle venait, bien que tout le monde ait une idée, et aucune des suppositions n'était prononcée au-dessus d'un murmure. Elle ne faisait pas encore le lien entre ses actes et l'homme qui avait payé son propre billet, ou avec le médecin qui était arrivé à la chaumière d'Anna Reed avant l'aube, ses honoraires déjà réglés. Elle nota seulement, en raccommodant des chemises près de son petit feu, que Merrow était une paroisse où de bonnes choses arrivaient aux pauvres, avec une régularité qui semblait, plus elle l'observait, de moins en moins accidentelle. C'est par un après-midi gris de la 2e semaine de la nouvelle année que Lady Cordelia Vane arriva à Merrow Hall, et la tranquille bonne fortune de la paroisse et la place tranquille de Mercy en son sein connurent leur première dure épreuve. Lady Cordelia était la cousine du maître du côté de sa mère, une femme belle et droite d'environ 40 ans, qui avait géré la maison avant l'arrivée de Mercy, et qui, selon tous les dires des domestiques, avait regretté chaque jour depuis que Madame Pruy la gérait à sa place. Elle arriva sans prévenir dans une élégante voiture de voyage, avec une femme de chambre et 3 mâles. Et le froid particulier d'une femme qui se considère comme l'autorité légitime dans une maison qu'elle ne dirige plus. Elle trouva Mercy dans le petit salon à côté de la lingerie, raccommodant un ourlet déchiré de la robe même que Lady Cordelia avait l'intention de porter ce soir-là, et s'arrêta dans l'embrasure de la porte pour la toiser, avec l'évaluation franche et sans hâte d'une femme inspectant du bétail. « Vous êtes la couturière, » dit Lady Cordelia. Ce n'était pas une salutation. « Je raccommode le linge de maison, milady, et j'apprends leurs lettres à 2 des enfants, » dit Mercy, sans se lever de son tabouret. Car se lever aurait suggéré qu'elle devait à la visiteuse plus de courtoisie que la visiteuse ne lui en avait encore montré. Et mon cousin vous a prise comme une sorte de projet, je crois. Un cas de charité, avec une main fine pour l'aiguille. Le rire de Lady Cordelia, quand il vint, arriva en 3 temps étudiés. Léger et froid. Un son qu'elle avait clairement utilisé auparavant pour clore une conversation qu'elle ne se souciait pas de poursuivre. C'est bien lui. Il a toujours eu une faiblesse pour les causes perdues. La dernière pleurait magnifiquement et lui a coûté bien plus qu'un billet de diligence. Mercy posa l'aiguille très soigneusement. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. « Je ne suis pas une cause, milady. Je suis employé. » « Employé. » Lady Cordelia répéta le mot comme pour tester s'il pourrait se briser dans sa bouche. « Vous avez les mains rouges et une robe de laine grise. Et on me dit de source sûre, aucune famille de conséquence. Ne confondez pas sa gentillesse avec quelque chose de plus durable que la gentillesse. Les hommes comme mon cousin sont généreux avec les femmes comme vous, précisément parce que cela ne leur coûte rien. Ce n'est pas la même chose que de l'estime. Je n'ai rien confondu, milady, dit Mercy. Sa voix ne trembla pas. Ses mains, maintenant jointes sur ses genoux, ne tremblèrent pas non plus, bien que cela lui coûtât de les maintenir immobiles. Je raccommode le linge et j'apprends leurs lettres aux enfants. Je n'ai rien demandé à M. Colborne au-delà de mon salaire, et j'ai l'intention de continuer à ne rien demander au-delà de mon salaire. Quelle dignité de votre part! Les yeux de Lady Cordelia se posèrent une fois délibérément sur les mains gercées de Mercy. Son col simple, son visage quelconque. Et quelque chose dans ce regard était plus cruel que tout ce qu'elle avait dit à voix haute.
Il est facile d'être digne de ne rien vouloir quand rien n'est tout ce dont on vous imagine capable. Mercy ne répondit pas du tout à cela. Elle reprit l'aiguille, l'enfila et continua l'ourlet. Car il n'y avait rien à gagner à répondre à la cruauté par la cruauté. Et parce qu'elle avait appris il y a longtemps que le moyen le plus sûr de survivre à une insulte était de finir le travail devant soi, et de laisser l'insulte s'éteindre d'elle-même sans réponse, dans le silence qu'elle laissait derrière elle. Lady Cordelia resta un instant de plus, évidemment déçue que sa première estocade n'ait pas fait couler de sang visible, et sortit sans un autre mot, ses jupes bruyantes sur le plancher du couloir. Mercy resta seule avec l'ourlet et le feu, et ne pleura pas. Elle cousit 3 autres points parfaitement réguliers, avant de se permettre de remarquer que ses mains, malgré tous ses soins, avaient commencé à trembler très légèrement. Elle ne savait pas qu'Adam Colborne se tenait dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte, pendant tout l'échange. Il était venu demander à Madame Pruitt des nouvelles des chambres de sa cousine, et avait tout entendu, et ne s'était pas montré, car il jugea correctement que Mercy préférerait finir son ourlet en toute dignité privée, plutôt que d'être secourue devant un public qu'elle n'avait pas demandé. Il se rendit plutôt directement à son bureau, écrivit d'une main considérablement plus dure que d'habitude une courte note à sa cousine, l'informant que sa visite, bien que bienvenue à d'autres égards, serait bien plus courte qu'elle ne l'avait prévu, et qu'il la prierait de se souvenir, pour la durée restante de son séjour, dans la maison de qui elle était l'invitée. Il n'envoya pas chercher Mercy ce soir-là. Il jugea à nouveau correctement qu'elle ne l'en remercierait pas, et que la chose la plus gentille qu'il pouvait faire, n'ayant pas réussi à empêcher la cruauté, était de ne pas faire une scène de ses conséquences non plus. Mais il resta assis longtemps près de son propre feu cette nuit-là, faisant tourner son verre sans en boire, et pensa à une femme aux mains gercées et à la robe de laine grise, à qui on avait dit en face qu'elle n'était pas digne d'être considérée, et qui avait continué à coudre une couture droite pendant tout ce temps. Et il comprit plus clairement qu'il ne se l'était permis à l'étang du moulin, qu'il avait cessé de penser à elle depuis quelques semaines maintenant, comme à une dette à quitter, et avait commencé à penser à elle comme à quelque chose de considérablement plus difficile à nommer. Considérablement plus dangereux pour un homme qui avait juré après Selina Ray de ne plus jamais confondre les manières d'une femme avec son cœur, avant d'avoir testé les deux. Il résolut cette nuit-là de le tester correctement, une dernière fois, avant de se permettre d'espérer quoi que ce soit de plus. Il ne savait pas encore combien ce test leur coûterait à tous les deux. Lady Cordelia ne partit pas le lendemain matin comme on le lui avait demandé. Elle resta 3 jours de plus, sous prétexte d'un mal de tête trop sévère pour voyager. Et pendant ces 3 jours, elle trouva ou créa 3 autres occasions de rappeler à la maisonnée, et à Mercy en particulier, exactement où se situait une femme qui raccommodait dans l'ordre des choses. Elle était froide plutôt que cruelle en compagnie. Puisque la note du maître avait rendu la cruauté manifeste déconseillée, mais elle était minutieuse, et la minutie chez une femme comme Lady Cordelia était sa propre forme de cruauté. Délivrer une petite coupure à la fois. Mercy le supporta, comme elle avait supporté le premier coup, en silence à son travail. Et ne dit à personne, pas même à Madame Pruitt, toute l'étendue de la chose, car elle avait horreur d'être considérée comme une femme qui se plaignait pour obtenir une sympathie qu'elle n'avait gagnée par aucun autre moyen. Mais quelque chose en elle avait été ébranlé, que la visite de la cousine ne remit pas en place. Elle avait commencé, dans les semaines qui avaient suivi l'étang du moulin, à ressentir pour Adam Colborne une chaleur qu'elle n'avait pas examinée de trop près. Car l'examiner de près exigeait d'admettre qu'une pauvre femme qui raccommodait n'avait pas le droit de ressentir quoi que ce soit de ce genre envers le maître de la maison qui l'employait. Quel que soit son rang, qui s'avérait, après enquête, ne pas en être un. Les mots de Lady Cordelia, cruels et calculés comme ils l'étaient, avaient atterri sur un terrain déjà sensible. Les hommes comme mon cousin sont généreux avec les femmes comme vous, précisément parce que cela ne leur coûte rien. Mercy s'était dit, en cousant à travers l'insulte, que ce n'était pas vrai. Elle était moins certaine, seule la nuit, de croire sa propre version. Elle résolut, à la manière d'une femme qui a décidé qu'une chose est plus sûre réglée que laissée en suspens, qu'elle demanderait un transfert de son poste, si cela pouvait s'arranger, vers une autre maison, une autre paroisse, où elle ne devait rien au maître de maison au-delà de son salaire, et n'était pas tenue de se prémunir quotidiennement contre une chaleur à laquelle elle n'avait pas droit, et contre une cousine qui le voyait clairement
même là où Mercy essayait de se le cacher à elle-même. Elle n'agit pas sur cette résolution tout de suite. Elle resta en elle, de la même manière qu'une décision difficile reste avant d'être prononcée à voix haute. Pendant une autre semaine de travail ordinaire, une autre soirée de lettres enseignées à la lueur d'une bougie à Josiah et sa sœur. Un autre dimanche de sermon simple et de retour à pied dans le froid. Et puis la lettre de Longstead arriva. Elle arriva adressée à ses soins à l'auberge du Moineau. Transmise par Madame Dunor avec 3 semaines de retard et beaucoup de voyages. Elle venait du marchand de lin, et elle était brève. Informer Mademoiselle Fenwick que, comme elle ne s'était pas présentée le vendredi convenu, le poste avait nécessairement été donné à une autre candidate, et lui souhaitait bonne chance dans sa future situation. Mercy la lut debout dans le couloir devant la lingerie, et sentit absurdement la vieille perte arriver fraîche, avec des semaines de retard. Comme si le chagrin aussi pouvait être retardé par la poste. Elle le savait. Bien sûr, elle le savait la nuit où elle avait aidé Hannah Reed à monter dans la diligence. Mais savoir une chose et tenir le papier qui la confirme n'était pas, elle le découvrit, tout à fait la même blessure. C'est cela, plus que la cruauté de Lady Cordelia, qui la décida. Elle n'appartenait pas à Merrow de droit, seulement par la charité de la gouvernante, et par le billet payé d'un étranger qu'elle n'avait pas demandé, et qu'elle n'avait pas entièrement compris jusqu'à récemment. Elle n'avait plus de poste de son choix nulle part dans le monde. Elle parlerait à Madame Preed le matin d'un transfert. Et si aucun ne pouvait être trouvé, elle prendrait ses petites économies et irait là où une femme avec une aiguille fine et sans nom de conséquence pouvait encore peut-être gagner sa vie. Quelque part assez loin de Merrow, pour que la gentillesse d'un homme à l'air grave et le mépris d'une cousine ne puissent pas continuer quotidiennement à la déstabiliser à parts égales. Elle l'écrivit cette nuit-là, pas une lettre de plainte, seulement une courte note simple à Madame Pruitt, le remerciant pour le poste et donnant un préavis de 15 jours, et elle ne pleura pas en l'écrivant, bien que cela lui coûtât beaucoup de ne pas le faire. Et elle se dit, en la pliant, qu'une femme qui ne voulait rien ne devait d'explication à personne pour vouloir partir. Avant de vouloir quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de garder, elle ne savait pas, en scellant la note, que Madame Pruitt avait reçu ce même soir une nouvelle très différente du médecin de Ninefields, une nouvelle qui, en un jour, annulerait toutes les raisons prudentes que Mercy avait construites pour son propre départ. Madame Pruitt trouva la note sur sa table le lendemain matin, et la lut 2 fois avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Puis elle mit son châle le plus épais et marcha dans le froid les 4 milles jusqu'au Moineau elle-même, ce qui n'était pas un voyage qu'elle faisait à la légère à son âge et par ce temps. Et elle ne dit pas à Mercy où elle était allée. Elle alla, en fait, voir Madame Dunor, et par son intermédiaire, le médecin qui avait assisté à l'accouchement d'Hannah Reed dans les petites heures de cette première nuit glaciale, un docteur Aldous, qui avait un cabinet à 2 villages de là, et l'habitude de parler librement à Madame Dunor près de son feu de cuisine, car il faisait autant confiance à sa discrétion que l'on pouvait faire confiance à quoi que ce soit dans ce pays. « Je voulais vous demander quelque chose depuis 3 semaines, dit Madame Pruitt, en se chauffant les mains au feu de Madame Dunor. J'ai de sûr, et je pense que vous êtes la seule femme vivante qui puisse y répondre correctement. Demandez, dit Madame Dunor. Le médecin qui est venu pour l'accouchement de la jeune Reed, payé avant son arrivée, dit-elle, et n'a jamais donné son nom. Cela a-t-il été arrangé par la compagnie ou par le manoir? Madame Dunor resta silencieuse un moment, pesant la loyauté contre l'évidence du visage de Madame Pruitt, qui n'était pas un visage enclin à la curiosité oisive. Cela a été arrangé la même nuit où la jeune demoiselle a renoncé à sa place, dit-elle enfin. La même nuit, à peu près à la même heure. Un monsieur a donné des instructions à mon mari avant de partir à l'aube, que le médecin de la fille devait être envoyé et payé, et aucun nom donné, et que la jeune demoiselle elle-même ne devait en aucun cas l'apprendre de nous. Et le poste au manoir, dit lentement Madame Pruitt. La nouvelle qui m'est parvenue, qu'il y avait une couturière de valeur au Moineau, est-ce que cela venait de vous ou de lui? Madame Dunor la regarda seulement, ce qui était une réponse suffisante. Madame Pruitt resta assise longtemps après cela sans rien dire, retournant toute la forme de l'affaire. De la même manière qu'une femme retourne un vêtement pour trouver la couture qui a été défaite. Le billet payé à Hartwell. Le médecin envoyé pour une étrangère en travail sans nom attaché. La nouvelle portée si discrètement qu'elle avait semblé accidentelle.
d'une auberge de Carrefour à la porte d'une gouvernante à 4 miles de là. Rien de tout cela n'était un accident. Tout cela était l'œuvre d'un seul homme, faisant exactement ce que toute la paroisse murmurait déjà qu'il faisait, discrètement, sans en tirer de crédit, et demandant à chaque fois de ne pas être nommé. Elle rentra plus lentement qu'elle n'était venue, car elle réfléchissait intensément. Et au moment où elle atteignit le manoir, elle avait pris sa décision sur 2 choses. La première était que le préavis de mademoiselle Fenwick ne serait pas accepté. Pas encore. Pas avant que certaines autres questions n'aient eu la chance de s'écrire d'elles-mêmes. La seconde était qu'il était enfin temps que quelqu'un dise la vérité à cette fille. Ou du moins autant de vérité qu'une gouvernante avait le droit de dire. Avant qu'elle ne quitte Merrow, croyant n'avoir été pour personne là-bas qu'une femme qui raccommodait, prise sur un coup de tête passager. Elle trouva Mercy dans la lingerie ce soir-là, pliant des draps repassés dans une armoire avec son efficacité silencieuse habituelle. Et elle ne perdit pas de temps en préambule, car le préambule n'était pas dans la nature de Madame Pruy, et elle jugea que ce n'était pas un soir pour cela. « J'ai eu votre préavis, dit-elle, et je ne l'accepte pas. Pas cette semaine. Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire, et vous voudrez être assise quand vous l'entendrez. » Mercy s'assit, car il y avait un poids dans la voix de la gouvernante qui rendait le refus impossible. « Le billet qui vous manquait à Hartwell, dit Madame Pruy. Savez-vous qui a complété la somme? J'ai supposé une annulation, dit Mercy. Bien que même en le disant, elle entendit à quel point cela sonnait faux, dit à voix haute, des semaines plus tard. Il n'y a pas eu d'annulation. Le maître de cette maison était dans cette cour d'auberge le même soir que vous. Il a payé la différence lui-même et a dit au commis de ne pas dire de qui cela venait. Il était dans la même diligence que vous jusqu'à Ninefields. Il vous a vu donner votre place à cette fille Reed de ses propres yeux. Et avant que le soleil ne soit levé, il avait envoyé son propre médecin à sa chaumière, payé en totalité, sans nom donné, et m'avait fait savoir qu'il y avait une couturière au moineau, qui valait la peine d'être engagée, bien qu'il sût parfaitement que je n'avais jamais mentionné en vouloir une, jusqu'à l'heure même où il m'a dit d'en vouloir une. Mercy resta très immobile. Le drap plié gisait oublié sur ses genoux. Il a tout arrangé depuis le début. Chaque détail, dit Madame Pruy, pas méchamment. Le loyer pardonné à 2 fermes de là, c'est probablement la même main. Les bottes laissées sur le pas du garçon du moulin. Il fait ça depuis 11 ans que je sache, et n'a jamais laissé son propre nom s'approcher d'un seul de ses actes. Et j'ai gardé son secret pendant 11 ans, parce qu'il me l'a demandé. Et je le brise maintenant, parce que je pense que vous avez le droit de savoir sous le toit de quel genre d'homme vous avez dormi. Avant de vous en exclure par dépit d'une cousine et à cause d'une lettre d'un marchand de lin, Mercy ne parla pas pendant un long moment. Quelque part dans les combles, un oiseau chanta une fois, fin et clair dans le crépuscule froid, et le feu dans la petite cheminée crépita et se tassa. « Pourquoi, dit-elle finalement, un homme ferait-il tout cela et ne le laisserait jamais savoir? Vous devriez lui demander cela, dit Madame Pruy, en se levant, en rassemblant son châle, s'arrêtant une fois à la porte. Mais je vais vous dire ceci pour rien. Mademoiselle Fenwick, l'ayant observé pendant 11 ans, un homme qui veut du crédit pour sa bonté achète quelque chose avec, qu'il le sache ou non. Un homme qui n'en veut aucun est seulement ce qu'il est quand il pense que personne ne compte les points. Je ne l'ai encore jamais pris en défaut sur ce point, et je ne m'attends pas à commencer maintenant. Je laisse Mercy seule avec le drap plié et le petit feu, et beaucoup de choses à reconsidérer. Et Mercy resta assise longtemps sans bouger, retournant chaque conversation simple près de l'étang du moulin. Chaque phrase prudente, chaque regard qui s'était arrêté une demi-seconde de trop. Elle trouva que la forme de l'homme contre lequel elle pensait avoir gardé son cœur venait de devenir, en l'espace de 10 minutes, quelqu'un qu'elle n'avait pas connu du tout. Elle ne déchira pas son préavis cette nuit-là, mais elle ne l'envoya pas non plus. Elle le plia plutôt dans le tiroir, où elle gardait les vieilles lettres de sa mère. Elle se dit qu'elle déciderait quoi en faire une fois qu'elle lui aurait parlé franchement, face à face. Et lui aurait demandé elle-même pourquoi un homme faisait tant de bien, et voulait à chaque fois être le seul à ne pas savoir qu'il l'avait fait. Elle eut sa chance plus tôt qu'elle ne s'y attendait, et dans une pièce considérablement plus chaude et plus petite qu'elle n'aurait deviné qu'un duc pourrait choisir pour une telle conversation. Madame Pruy envoya un mot le lendemain soir, que le maître serait heureux de quelques minutes du temps de mademoiselle Fenwick dans son bureau. Sur une petite question de compte de la maison.
ce que toutes deux comprirent être une fiction bienveillante de la gouvernante. Et aucune ne prit la peine de corriger. Le bureau était une petite pièce pour une si grande maison. Bas de plafond, tapissé de livres qu'il avait manifestement lus plutôt que simplement possédés, et chauffé par un feu plus grand que la pièce ne l'exigeait strictement. Il sentait le cuir et le vieux papier, et faiblement la même fumée de bois qui flottait sur toute la maison. Et c'était, pensa Mercy en y entrant, la première pièce à Merrow qui semblait entièrement sienne plutôt que celle de la maison. Il se tenait près du feu quand elle entra, pas assis au bureau, et il ne lui demanda pas de s'asseoir tout de suite, ce qu'elle prit correctement comme un signe qu'il n'avait pas l'intention que ce soit une courte conversation du genre menée derrière un bureau. « Madame Prue me dit qu'elle vous a parlé, dit-il sans préambule, du billet, du médecin et du reste. Oui. Alors vous en savez plus que je n'avais l'intention que vous en sachiez. Du moins à cette heure, de cette manière. » Il se détourna du feu pour la regarder directement. Et il y avait quelque chose dans son visage qu'elle n'y avait pas vu auparavant. Pas la vigilance grave de l'étang du moulin. Quelque chose de plus brut. Un homme sur le point de dépenser une vérité qu'il avait gardée longtemps. Je préférerais que vous l'appreniez de moi. Asseyez-vous, mademoiselle Fenwick. Cela prendra plus de temps debout. Elle s'assit. Lui non, choisissant de rester près du feu. Comme si la distance entre eux était pour le moment une sorte de sécurité pour eux deux. Mon nom est Adam Colborne, dit-il. Ça, je vous l'ai donné honnêtement à l'étang du moulin. Ce que je ne vous ai pas donné, c'est tout ce qui va avec. Je suis le duc de Merrow. Je le suis depuis la mort de mon père il y a 11 ans ce printemps. Je n'utilise pas le titre dans une cour d'auberge ou dans une diligence postale, ou n'importe où un homme pourrait être tenté de me traiter différemment pour cela. Parce que j'ai appris très tôt qu'un titre change ce que les gens vous montrent, et je voulais, plus d'une fois dans ma vie, voir ce qu'une personne faisait quand elle croyait qu'aucun rang de conséquence ne la regardait. Mercy ne dit rien. Ses mains sur ses genoux étaient devenues très immobiles. J'étais à ce guichet de réservation à Hartwell parce que je me fais un devoir, 2 fois par an, de voyager sur ma propre ligne de diligence comme un passager ordinaire, sans préavis, pour voir comment mes commis traitent les gens qui ne peuvent pas se permettre d'être maltraités. Je vous ai vu à court de 4 shillings, et j'ai vu le commis prêt à vous laisser debout dans une cour froide pour ça. Et j'ai payé la différence, parce que cela me semblait une très petite chose à corriger. Et je lui ai dit de ne pas me nommer, parce que je ne voulais pas de votre gratitude. Je ne voulais, pour être honnête, rien de vous cette nuit-là, au-delà de la petite satisfaction d'avoir discrètement réparé un petit tort. Et à Ninefields, dit Mercy, très bas. À Ninefields, dit-il, je vous ai regardé donner une place que je venais de payer, à une femme que vous n'aviez jamais rencontrée, qui ne pouvait rien vous donner en retour, pas même un nom qui vaille la peine dans la société, et vous l'avez fait sans un moment d'hésitation. Et vous avez refusé de la laisser vous remercier correctement pour cela. J'ai vu beaucoup de gens être généreux quand la générosité était vue et louée. J'avais rarement, jusqu'à cette nuit-là, vu quelqu'un être généreux quand il croyait qu'il n'y avait personne de conséquence pour le voir. Il fit une pause. Le feu crépita une fois. Je voulais savoir qui vous étiez, mademoiselle Fenwick. Quand vous pensiez qu'aucun duc, aucun commis, aucun cousin, aucune gouvernante ne tenait de compte. C'est le seul test auquel j'ai jamais fait confiance. Et vous l'avez réussi avant même que je me sois correctement présenté. Alors, vous avez arrangé le poste ici pour continuer à m'observer. J'ai arrangé le poste ici, dit-il, parce que Madame Preet avait vraiment besoin d'une couturière. Et parce que je ne voulais pas que vous soyez jeté sur une route de janvier avec 4 shillings et sans situation, sur ma conscience. Ayant déjà vous avoir coûté un poste par le biais de la place que vous avez donnée. Je ne prétendrai pas que l'observation a cessé d'être une raison aussi. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'était jamais la totalité. Et ce n'est pas pourquoi j'ai gardé le reste secret si longtemps. Alors pourquoi l'avez-vous gardé secret si longtemps? Sa voix, quand elle vint, était stable, bien que ses mains ne le fussent pas tout à fait. 11 ans de loyer pardonné, de bottes laissées sur les pas de porte et de médecins envoyés sans nom donné. Ce n'est pas un test mené pour un billet de diligence, votre grâce. C'est toute une vie arrangée pour ne pas être connu pour le bien que vous faites. Pourquoi? Il resta silencieux un long moment. Et quand il répondit, ce fut plus lentement que tout ce qu'il avait dit auparavant. Comme si les mots devaient être trouvés plutôt que simplement prononcés. Parce que j'ai été fiancé une fois, avant la mort de mon père, à une femme qui était très belle et pleurait très facilement. Et qui était,
quand elle croyait que personne de conséquence ne la regardait, cruelle envers les gens qui ne pouvaient rien faire pour elle et rien contre elle. Je ne l'ai pas vue pendant longtemps parce qu'elle était prudente, et parce que j'étais, à ma manière, aussi peu vigilant que n'importe quel homme amoureux se croit vigilant. Quand je l'ai vue, j'y ai mis fin dans la semaine, et je me suis dit que je ne confondrais plus jamais les manières d'une femme en société avec la vérité de son caractère. La seule façon que j'ai trouvé de tester la différence est de donner sans laisser le don être connu, et de regarder ce que les gens font quand ils croient qu'il n'y a rien à y gagner pour eux. De toute façon, j'ai fait beaucoup de bien dans cette paroisse ces 11 dernières années, mademoiselle Fenwick, et j'avouerai que j'ai fait beaucoup d'observations en parallèle. Vous êtes la première personne en tout ce temps que j'ai observé et en qui je n'ai rien trouvé, que je n'ai finalement admiré. Mercy resta assise très immobile avec cela un moment, le feu chaud sur un côté de son visage, le tout se mettant en place comme un ourlet se met en place une fois le dernier point tiré. « Vous auriez pu me le dire plus tôt, » dit-elle finalement, une fois que vous saviez ce que vous aviez trouvé. « J'aurais pu, dit-il. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas encore trouvé comment vous le dire sans que cela sonne comme une demande de quelque chose en retour. Je vous le dis maintenant parce que Madame Preet avait raison de penser que vous le méritiez. Avant que vous ne quittiez cette maison sur la base d'une lettre de marchand de lin et du dépit de ma cousine, vous croyant n'être ici qu'une femme qui raccommodait, gardée par pitié. Vous n'avez jamais été cela. Vous avez été, dès le premier soir à l'auberge, le seul test que je me sois fixé en 11 ans, et que je n'espérais pas, dans une partie secrète de moi-même, qu'il échouerait. » Elle ne répondit pas tout de suite. Le feu crépita à nouveau. Quelque part au-delà de la fenêtre, une corneille cria une fois, fine dans l'obscurité glacée, et aucun d'eux ne bougea pour briser le silence qui suivit. Car tous deux comprirent sans le dire que le silence lui-même faisait une grande partie du travail nécessaire. « Je ne sais pas ce que vous voulez de moi maintenant, » dit enfin Mercy, après m'avoir dit tout cela. « Je ne veux rien de vous ce soir, » dit-il. « C'est tout l'intérêt d'avoir attendu si longtemps pour le dire. Je ne vous demande pas de ressentir quoi que ce soit de particulier pour un duc que vous connaissez depuis 15 jours de plus que vous ne le pensiez. Je vous dis la vérité parce que vous l'avez mérité. Et parce que je trouve que je ne peux pas continuer à vous regarder envisager de quitter cette maison à cause d'une cruauté et d'un poste perdu, sans au moins vous faire connaître toute la situation que vous quitteriez. » Il traversa alors la petite distance entre le feu et sa chaise, et s'agenouilla, non pour plaider, mais pour que son visage soit au niveau du sien. Ce qu'elle comprit, même dans l'étrangeté du moment, comme sa propre forme de courtoisie. « Je ne vous demanderai rien ce soir, » dit-il à nouveau, plus bas. « Ni vos sentiments, ni votre réponse, pas même votre pardon pour l'avoir gardé si longtemps. Je vous demanderai seulement de ne pas envoyer ce préavis à Madame Preet, jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de décider librement, sans que mon rang, mes comptes ou la cruauté de ma cousine ne pèsent sur la décision, de ce que vous voulez réellement. Quoi que vous décidiez, je ferai en sorte que cela ne vous coûte rien. Ça au moins, je suis bien placé pour le promettre. » Mercy le regarda un long moment. Cet homme grave, au visage simple, agenouillé près de son propre feu. Un duc qui avait passé 11 ans à cacher sa bonté, comme d'autres hommes cachaient leurs péchés, et sentit quelque chose dans sa poitrine pour lequel elle n'avait pas de nom près cette nuit-là. « Je n'ai rien décidé, » dit-elle. « Sauf que je suis contente que vous me l'ayez dit. Cela suffira, dit-il, pour ce soir. » Et il se leva, ne la toucha pas, et la laissa monter dans sa petite chambre au-dessus de la buanderie, avec tout cela tournant encore lentement dans son esprit, incertain, non résolu. Et pour la première fois depuis longtemps, pas entièrement malheureuse dans son incertitude, Lady Cordelia quitta Marrow 3 jours plus tard, renvoyée enfin avec une froideur de son cousin qui n'admettait plus d'arguments, et bien que rien de plus ne fût dit entre eux, directement à propos de Mercy. La maisonnée comprit assez bien, à la mâchoire serrée du duc au petit déjeuner ce matin-là, que ce qui s'était passé entre les cousins dans son bureau n'avait pas été en faveur de Lady Cordelia. Elle partit pour Bath, où elle avait une sœur avec une maison assez grande pour l'accueillir. Et la paroisse, avec le temps, oublia de la regretter. L'hiver s'amincit en un printemps précoce et réticent. Mercy continua à raccommoder le linge et à enseigner leurs lettres à Josiah et sa sœur. Et quelque chose dans le rythme ordinaire de ces semaines laissa la nouvelle connaissance brute de qui était vraiment Adam Colburn s'installer, en quelque chose qu'elle pouvait porter sans que cela ne déséquilibre chaque heure de sa journée.
Ils parlaient souvent maintenant, près de l'étang du moulin, dans le bureau, sur des contes que tous deux comprenaient maintenant n'être qu'une fiction pour permettre la conversation. Dans le couloir de la cuisine, où ils trouvaient des excuses pour s'attarder plus longtemps que n'importe quel maître de maison n'en avait strictement besoin. Il ne lui demandait rien, il n'insistait pour rien. Il semblait, si quoi que ce soit, plus prudent avec elle maintenant qu'elle connaissait son rang qu'il ne l'avait été auparavant. Comme si le titre lui-même était un poids qu'il était déterminé à ne pas laisser tomber sur elle, sans son consentement plein et libre de le porter. C'est Mercy, à la fin, qui brisa le schéma. Un soir de début avril, quand la glace de l'étang du moulin avait enfin disparu, et que l'eau coulait noire et rapide sous les saules, parce qu'elle était fatiguée d'attendre un homme trop soucieux de sa liberté pour poser la question à laquelle elle avait, à ce moment-là, très clairement décidé comment elle comptait répondre. « Vous ne m'avez rien demandé en 3 mois, dit-elle. Au-delà de savoir si l'armoire à linge a besoin d'être réparée, je vous ai dit que je ne le ferai pas, dit-il. Je le pensais. Je sais que vous le pensiez. Je vous dis que vous pouvez cesser de le penser maintenant, si vous le souhaitez. » Il la regarda un long moment dans la lumière déclinante, l'eau coulant rapidement derrière lui, et quelque chose dans son visage grave se défit enfin complètement. « Mercy Fenwick, dit-il, et c'était la première fois qu'il utilisait son prénom à voix haute avec elle. Je ne vous aime pas parce que vous étiez pauvre et que je pouvais vous en sauver. J'ai sauvé beaucoup de pauvres dans cette paroisse, et n'ai ressenti pour aucun d'eux ce que je ressens en vous regardant plier du linge. Comme si c'était le seul travail honnête qui restait au monde. Je vous aime, parce que vous avez donné une place que vous ne pouviez pas vous permettre de perdre. À une femme qui ne pourrait jamais vous le rendre, croyant que personne de conséquence ne regardait. Et parce qu'en 3 mois à vous observer de près, je ne vous ai jamais une seule fois surprise à être autre chose que ce que vous étiez cette nuit-là. Je ne sais pas comment le dire plus simplement que ça. Dites-le simplement alors, dit Mercy. Et posez-moi la question que vous portez sans la poser depuis janvier. Je ne vous presserai pas pour une réponse ce soir, si vous préférez avoir du temps. J'ai eu 3 mois, dit-elle. Demandez. Il retira son gant, doigt par doigt, lentement. Geste étrangement formel pour un moment si privé. Et prit sa main nue dans sa main nue. Ce qui était, elle le comprit, sa propre sorte de question posée avant que les mots n'arrivent. Voulez-vous m'épouser, Mercy? Pas la femme du duc, seulement la mienne. Je ne vous demanderai pas de répondre avant que vous ne soyez prête, et votre non serait aussi en sécurité avec moi que votre oui. Oui, dit-elle. C'était le seul mot dont elle avait besoin. C'était le seul mot dont j'avais besoin aussi, ayant attendu 3 mois qu'on me le demande correctement. Il lui baisa la main, pas la bouche. Des doigts nus contre des jointures nues, devenues douces maintenant plutôt que rouges de froid. Et ils restèrent longtemps près de l'eau courante, disant très peu d'autres choses. Car il y avait alors très peu d'autres choses qui avaient besoin d'être dites. Ils se marièrent discrètement ce même printemps, dans l'église paroissiale de Merrow. Un mariage de duc rendu grandiose seulement par la finesse de la dentelle au poignet de la mariée. Une dentelle qu'elle avait raccommodée elle-même et ne laissait aucune autre main toucher. Madame Prue pleura pendant toute la signature du registre et ne voulut pas être taquinée à ce sujet par la suite. Hannah Reed vint avec sa fille Hope, maintenant âgée de 4 mois et en pleine forme, et se tint au fond de l'église car elle ne se laissa pas persuader de s'asseoir plus en avant. Elle pleura sans honte quand les vœux furent prononcés, et dit à quiconque demandait qu'elle devait à la mariée une dette qu'elle comptait passer le reste de sa vie à ne pas réussir à rembourser correctement. 1 an plus tard, presque à la semaine près, le feu dans le petit bureau brûlait aussi haut qu'il avait brûlé la nuit de la confession. Ed Mercy était assise devant, la main nue de son mari entrelacée dans la sienne. La bague, en or simple, sans ornement, exactement comme elle l'avait demandé. La mère de Hope Reed avait pris une chaumière sur le domaine. Loyer pardonné. Personne ne se souciant plus de garder cette bonté particulière secrète. Puisque l'histoire de la duchesse elle-même rendait le secret sur ce point quelque peu hors de propos. Lady Cordelia écrivait 2 fois par an de Bath, des lettres devenant de plus en plus chaleureuses, et sur la base de la seconde, fut invitée à Noël, et vint, et se comporta plus ou moins bien. Le vieux châle gris de Mercy, celui qu'elle avait enroulé autour d'une étrangère en travail dans une cour d'auberge gelée, était maintenant plié dans un coffre dans sa propre chambre, gardé plutôt que porté.
parce qu'une duchesse ne manquait pas de choses plus chaudes, mais parce que certains objets gagnent leur place par ce pourquoi ils ont été donnés un jour, plutôt que par toute utilisation ultérieure. La corneille appela une fois depuis les ormes à l'extérieur, fine et claire dans l'obscurité tombante, le même appel qu'elle avait fait chaque hiver de la mémoire de cette paroisse. Et Adam Colborne, duc de Merrow, baissa les yeux sur la main nue entrelacée dans la sienne. Et ne la lâcha pas. Le caractère, en fin de compte, n'est jamais que ce qu'une personne fait quand elle croit que personne de conséquence ne la regarde. Tout le reste, gardé ou donné, n'en est que la preuve. Offerte plus tard à ceux qui sont assez lents pour avoir besoin d'être convaincus.